Bonjour à tous, bienvenue sur la séance 9 en langage PHP. On va attaquer les structures de contrôle, à commencer par les conditions. Donc il va y avoir pas mal de choses à voir sur cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter à mettre en pause n'importe quand, à prendre des notes de votre côté, même si je vais afficher certaines choses en commentaire comme je le fais habituellement. Si vous avez besoin de noter plus de choses pour mieux assimiler les notions qui sont vues et éventuellement les fonctions ou les différentes syntaxes que nous allons aborder, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est super important. Ça fait encore une fois partie des notions basiques du langage ou de d'autres langages de programmation d'ailleurs, donc c'est vraiment ce qu'il y a à connaître en premier, parce que si vous vous bloquez à ce niveau-là, vous n'arriverez évidemment pas à assimiler tout ce que nous verrons par la suite, donc c'est bien à connaître. Alors au niveau des conditions, comme j'en avais parlé un petit peu précédemment, ça va nous permettre de faire des tests, d'accord, à partir de données que nous avons. Alors les données, ça peut être des données écrites en dur, hein. Par exemple quand j'écris simplement une chaîne de caractères comme ceci, c'est une valeur dite en dur. Je peux écrire aussi sous forme de nombre, un nombre flottant, d'accord, on peut noter également un booléen, etc., etc. On a appris dernièrement qu'il existait la notion de variable qui nous permet de manipuler des données en les stockant, d'accord, en les stockant tant que l'exécution du programme est effective. Une fois que le programme est terminé, les variables sont détruites, donc les données sont perdues. Si on voulait éventuellement sauvegarder des données, il faudrait passer par exemple par des fichiers ou une base de données éventuellement. C'est des choses qu'on verra par la suite sur cette formation. Donc là je fais une petite variable, je lui affecte, comme on l'a vu précédemment, une valeur en dur, donc ici la valeur 14, d'accord, que j'affecte à la variable number. À partir de là, nous allons pouvoir faire tout un tas de vérifications de tests, d'accord. Le plus simple des tests qui existent est la condition en if. Donc if, c'est le mot anglais qui veut simplement dire si, d'accord. Donc on va juste noter if, et entre parenthèses, on va lui passer une expression à vérifier. Si cette expression est vraie, on rentrera dans le if. Donc on va mettre des accolades, comme ceci, et on rentrera, alors je me suis gouré de... Top, voilà. On va rentrer à l'intérieur du if pour exécuter un certain nombre d'instructions, d'accord, de traitement en fonction de ça. Donc le plus simple, la plus simple des vérifications que l'on peut faire, c'est un test d'égalité. On va faire tout simplement comme ceci. If number égale 14. Et là je vais commencer à vous noter quelques petites choses au niveau des opérateurs, dits de comparaison. Donc on en avait parlé sur la vidéo sur les opérateurs, je vous avais dit qu'il y avait des opérateurs de comparaison que nous allions voir justement quand on allait aborder les conditions. Donc c'est le moment maintenant, et l'un de ces premiers opérateurs, comparaison, voilà, il y a le égal. Alors pour ceux qui auront suivi un petit peu la logique de ce que nous avons vu jusqu'à présent, vous avez sûrement compris pourquoi on double le signe égal pour dire que c'est justement une égalité, puisque vous avez compris qu'il existait déjà l'opérateur simple égal qui est réservé pour l'affectation, d'accord. Donc si on fait ça, le problème c'est que si on s'amuse à faire ça, même une autre valeur, on ne va pas vérifier une égalité, nous allons affecter la valeur 12 à la variable number, et on n'aura pas du tout fait de test comme on l'attendait. Donc il faut vraiment doubler le égal pour faire une vérification d'égalité. Comment ça fonctionne? Eh bien, si cette expression est vraie, d'accord, c'est-à-dire que c'est soit ça retourne vrai, donc true, ou la valeur 1, soit ça retourne faux, donc false, la valeur 0, eh bien, on aura un comportement qui va se passer en fonction du résultat obtenu. Si la condition est vraie, on va rentrer à l'intérieur, donc ici, en l'occurrence. Si elle n'est pas vraie, eh bien, on va ignorer toutes les instructions qui seront dans le if, ici. Voilà. Donc là, je peux simplement faire un écho, number vaut 14, ce genre de choses. Je vais sur mon navigateur, je fais F5 pour actualiser, et on voit bien que ça m'affiche number vaut 14. C'est effectivement le cas, l'égalité ici est vérifiée, d'accord? C'est bien égal à 14 ici. Voilà une manière de procéder. On peut affiner un petit peu plus cette vérification, donc ce test en fait d'égalité, par rapport au type. Si vous voulez également vérifier que deux données sont de même type, donc notamment ici que number est à la fois égal à 14, mais en plus de même type que 14, on peut tripler le symbole, donc c'est-à-dire au lieu de mettre un simple égal, on va mettre 3 fois le symbole égal. Et là on vérifie à la fois que tout est du même type. Donc là, ça va fonctionner puisque c'est effectivement du même type. Pourquoi? Vous savez qu'en PHP, comme je l'ai expliqué, c'est un typage dit dynamique, un typage qui est d'ailleurs déduit par l'interpréteur PHP. Donc quand vous faites ça, que vous déclarez cette variable en mettant 14 tout seul comme ça, lui il en déduit que c'est un entier, un integer, un int. Si vous aviez mis ça, il aurait dit c'est un float, d'accord? Il en aurait déduit autre chose. Si vous aviez mis ça, il en aurait fait une chaîne de caractères. D'ailleurs, si je mets en chaîne de caractères et que je vérifie avec 14 en sous forme d'entier, là étonnamment,
la condition ne fonctionne plus. Enfin, étonnamment, c'est logique en même temps, parce qu'ils ne sont plus de même type. Ici, on aura un type string pour number, alors que ça, ce que j'ai marqué en dur, est un type integer, un int. Donc vous pouvez vérifier également le type et l'égalité de cette manière. Donc ce qu'on appelle en fait l'identité. Ces deux valeurs, si on rentre ici dans le if, ça veut dire que number, il sera identique à 14. Identique en tant que valeur, même valeur, et identique en termes de type, même type. D'accord? Il faut que ces deux conditions soient validées. Donc c'est à connaître à ce niveau-là. Donc si je fais juste ça, ça fonctionne. Parce qu'il va traiter ici number comme étant un nombre. Et là, comme il est capable de caster automatiquement une chaîne de caractères 14 en nombre 14, parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de lettres, hein. Si j'avais fait ça, là effectivement, ce serait un peu compliqué. Donc il va le traiter, comme vous voyez, il va valider quand même, mais parce qu'il ignore en fait la partie chaîne de caractères, d'accord? Mais à partir de là, du moment qu'il trouve 14, pour lui, pas de problème, à ce niveau-là. Donc voilà comment ça va se passer pour l'opération, en tout cas l'opérateur de comparaison, pour vérifier une égalité. A l'inverse, on va pouvoir également vérifier une différence. Alors je vais aller assez vite sur certains opérateurs et beaucoup moins sur d'autres, parce qu'il y en a qui sont un peu plus complexes à comprendre, et notamment ceux qui vont suivre. On a l'opérateur de différence qui va se noter comme ceci. Tout simplement parce qu'en informatique, si on veut noter une différence de quelque chose, il faut bien qu'on ait un symbole. On ne pouvait pas par exemple faire un égal barré, comme on peut des fois le faire en mathématiques à l'écrit. Donc là, on utilise un point d'interrogation suivi d'exclamation, suivi du symbole égal. Donc en faisant ceci. Si number est différent par exemple de 20, dans ce cas-là, on va mettre OK, ce genre de choses. Donc là c'est bien le cas, 14 c'est bien différent de 20, donc évidemment, on va rentrer dans le if. Si en revanche on met la même valeur, comme on ne rentre pas dans le if, eh bien on continue l'exécution du programme. C'est comme si en fait ça vous avez mis des commentaires à la limite. Bon, pas vraiment, puisqu'il aura fait le test quand même. Donc le if il le teste, ça il le teste dans tous les cas, et là comme il voit que c'est égal, eh bien il ignore tout ce qui a été mis entre les accolades ici. Donc ça c'est important à savoir. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous n'avez qu'une seule instruction au sein d'une condition, vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades, elles sont facultatives. Vous pouvez très bien écrire ça comme ça. Moi après je le recommande parce que vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, quand on a des instructions imbriquées, enfin des conditions imbriquées, ça peut devenir très vite illisible. Donc pour les débutants surtout, et même pour les autres d'ailleurs de manière générale, moi je vous recommande de toujours les mettre parce que votre code sera beaucoup plus lisible. Et ça c'est une astuce que je donne assez souvent, je le répète assez dans les cours que je propose sur la chaîne, c'est en termes de programmation, le bon programmeur, donc c'est pas celui forcément qui va écrire un code en moins de lignes possible, ça c'est une fausse idée, hein. C'est pas parce que vous écrivez un programme en 5 lignes au lieu de 10 que vous êtes un bon développeur, c'est celui qui produira un code qui est compréhensible, lisible, et surtout si vous le reconsultez après plusieurs mois, plusieurs années, d'accord? Donc il ne suffit pas de croire que parce que vous avez réduit votre code en une seule ligne, du coup vous êtes un bon programmeur. Ça c'est strictement faux. Si votre code il est devenu illisible ou qu'il est très compliqué à comprendre, ou alors qu'il nécessite de faire tout un tas de commentaires, vous n'êtes pas un bon programmeur. Voilà. Le bon programmeur c'est celui qui produit un code, ou si vous le passez à un autre programmeur, il est capable de le comprendre rapidement. Même s'il ne comprend pas l'algorithme qu'il y a derrière, la logique, il sera au moins capable de lire le code, de l'identifier facilement, au niveau des variables, etc. D'où l'intérêt de bien nommer ses variables, d'où l'intérêt, voilà, comme je vous l'ai dit, de bien aérer son code, d'avoir quelque chose de suffisamment bien présenté, bien mis en page, pour que ce soit beaucoup plus lisible. C'est ça qui prévaut sur l'application, donc en tout cas le développement d'un programme. Alors on va les mettre ici, et on va du coup pouvoir procéder à notre vérification. Il y a un autre opérateur de comparaison qui est important, et celui-là est un peu plus compliqué à assimiler, c'est l'opérateur comme ceci, qui va fonctionner justement sur le type également. Comme celui-là vérifie à la fois l'égalité et le même type entre deux valeurs, celui-là il va procéder un peu de la même manière avec une petite exception. Je vais vous montrer. On va faire ça, d'accord? Là déjà en testant ça, on voit que ça ne valide pas, d'accord? Puisque cet opérateur en réalité va vérifier deux choses. Il va vérifier, alors je vais peut-être les noter comme ça, égal A. Ça va être peut-être plus simple pour vous. Là on parle de identique A, c'est-à-dire en valeur et en type. J'insiste bien, il faut absolument les deux, sinon ce n'est pas valide. Différent de. Hop. Et ensuite on a celui-là. Celui-là est un peu particulier dans le sens où il va vérifier différent de ou pas de même type. D'accord? C'est-à-dire qu'il va prendre que l'une ou l'autre des conditions. Il n'a pas besoin d'avoir forcément les deux. Donc comment ça va fonctionner dans certains cas? Alors là on va avoir, donc là bon on a le même type, la même valeur, donc forcément ça ne rentre pas dans la condition logique. Par contre, à partir du moment où je fais ça,
là on rentre dans la condition. Pourquoi? Puisque cet opérateur de comparaison vérifie et valide, donc ça validera cette expression dans 2 cas possibles. Soit si on a une différence dans la valeur, d'accord? Donc je vais mettre d'ailleurs différence de valeur, ou différence de type. Donc s'ils ne sont pas égaux ou s'ils ne sont pas identiques, d'accord? J'essaie d'être suffisamment clair pour vous, vous pouvez très bien le noter d'une autre manière, noter avec des mots qui vous parlent, parce que c'est évidemment différent d'une personne à l'autre, donc vous notez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de noter exactement comme moi, vous faire une capture d'écran, c'est vraiment pas obligatoire, vous notez ce qui vous dit quelque chose, vous parle, et ce qui vous permettra ensuite de vous relire et de réviser, de bien comprendre les notions que je vous présente. Donc c'est ça en fait. Soit on a une différence de valeur, dans ce cas-là, l'expression avec cet opérateur de comparaison est validée, soit on a une différence de type, c'est validé. Donc là on n'a pas de différence de valeur, ok, vous voyez que c'est égal. Par contre on a une différence de type. Number est une chaîne de caractères, une string, alors que ici le 14 écrit en dur est un integer, un entier. Donc comme il y a au moins la différence de type, évidemment ça valide la condition, donc on entre dedans et on affiche bien le OK. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre, tout simplement. Donc ça, faites attention, parce que souvent, quand on veut bien faire du code, c'est-à-dire de faire de bonnes vérifications, on a tendance souvent à bien vérifier le type, parce que la plupart du temps, quand on fait des vérifications d'égalité, on dirait dans 99% des cas, on a besoin d'avoir le même type, donc c'est propre, beaucoup plus optimisé d'utiliser cet opérateur plutôt que celui-là seulement. Et des fois, on a tendance à vouloir faire l'extrême inverse, c'est-à-dire dans les différences, d'utiliser celui-là plutôt que celui-là. Alors que vous voyez qu'ils ont absolument pas la même... ça fonctionne pas en fait pareil que pour l'égalité. Autant l'égalité ça s'y prête bien parce que là il faut les deux, il y a un et, d'accord, c'est un et absolument, comme le fameux AND qu'on a vu comme opérateur dans la vidéo précédente. Donc il faut que les deux conditions là soient valides pour valider l'ensemble de l'expression, alors qu'ici pour la différence c'est l'un ou l'autre. On n'est pas obligé d'avoir les deux. Donc attention à ça quand vous utilisez cet opérateur-là. Là, pour le coup, j'insiste bien, parce que je vois beaucoup d'erreurs, souvent en PHP, même dans des projets ou des scripts ou des gros programmes framework dits professionnels, où on voit cette erreur-là. Il y a des fois des erreurs incompréhensibles, et quand on regarde dans le code, on se rend compte que les développeurs ont utilisé cet opérateur-là, alors qu'ils devaient simplement utiliser l'opérateur de différence. Mais en pensant bien faire, eh bien, ils ont oublié qu'il y avait l'un ou l'autre, c'était un ou, ici au niveau de la vérification, et comme l'un des deux était validé, pas de bol, ça rentrait dans la condition alors qu'ils avaient prévu que ça ne rentre pas. Et là, dommage. Donc attention, si c'est surtout la valeur qui vous intéresse, vous faites simplement ça. Et après, je vais vous montrer sur la fin de la vidéo qu'il y a également des fonctions qui permettent de vérifier le type d'une variable. Donc si vous voulez absolument vérifier que ces différentes valeurs et différents types, vous serez obligé de faire quelque chose d'un peu plus complet que ça, ou plus complet que l'utilisation de ce simple opérateur. Il faudra faire ça, et d'utiliser le fameux opérateur AND, qu'on a vu dernièrement, rappelez-vous, et en faisant par exemple une fonction précise, donc je vais en parler en fin de vidéo, qui vérifiera par exemple que number est bien un entier, comme 14 ici il l'est aussi, d'accord? On pourra faire ce genre de vérification là, mais on verra ça un peu plus tard. Alors je ne l'ai pas dit, mais évidemment vous pouvez faire plusieurs. Je mets des noms évidemment pas du tout optimisés, enfin pas du tout bien nommés, hein, mais c'est parce que c'est le code est tout petit pour le coup, donc c'est pas un problème. D'ailleurs je vais mettre NB1, NB2 sinon ça fait bizarre. 14.8. Évidemment, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez très bien faire ceci. Hein. NB1 égale 14. End, d'accord, rappelez-vous on l'avait vu hein, dans la vidéo précédente. NB2 égale 8. Et même plus exactement, pour être plus précis, les fameux et commercial doublés. D'accord. Donc ça, je reviens pas dessus, parce qu'on l'a vu dans la vidéo sur les opérateurs, qui était exclusivement dédié à ça. Donc tout ce qu'on a vu avant, hein, le fameux et comme ça, le end ou le or, ou les double barre verticale, ou le XOR, ça fonctionne évidemment dans les conditions, parce que ça, je vous avais dit que ça fonctionnait ces opérateurs dans des expressions. D'ailleurs, quand on fait ça, on va revenir sur l'exemple de code de tout début. Tac. Alors on fait que ça, on enlève beaucoup de choses. Quand je fais ça, on va faire un égal, hein, juste. Je le fais directement dans la condition. Si pour vous ça complique les choses, c'est pas grave du tout, c'est pas être un mauvais programmeur encore une fois que de faire ça. Genre résultat test, alors je mets je vais mettre en result pour mettre un nom anglais, hein, pour rester sur les termes anglais. Vous avez le droit de faire une condition, un test de comparaison, donc une expression de comparaison, ici. Ça pose aucun problème. Et après, du coup, vous testez ça. Parce que de toute façon, une comparaison, elle va forcément soit retourner true, soit elle va retourner false. Dans ce cas-là, en tout cas. Donc à partir du moment où vous faites ça, c'est la même chose. Si ici result a bien renvoyé true,
vous voyez que le OK s'affiche, d'accord? On peut faire, et je sais que ça y en a plein qui ne le savent pas, il y a énormément de programmeurs en PHP ou même dans d'autres langages qui pensent que faire des comparaisons comme ça, c'est possible que dans les if ou dans les boucles comme on le verra dans la vidéo prochaine. Mais non, vous pouvez très bien faire ça à l'intérieur. N'oubliez pas que ce sont des opérateurs de comparaison. Un opérateur, il s'utilise dans une expression, et une expression, on peut tout à fait l'affecter à une variable. Et du coup on passe par une variable intermédiaire. Mais en général, quand on veut éviter de faire ça, parce qu'on n'a pas forcément besoin de créer à chaque fois une variable intermédiaire pour chaque chose, bien plutôt que de faire ça, on prend cette partie-là, donc on prend carrément l'expression complète, et on la vérifie directement ici. Parce qu'on n'a pas envie de créer une variable à chaque fois qu'on fait un test, sinon ça augmenterait le nombre de variables de manière en plus inutile. Dans certains cas ça peut être utile, mais pas tout le temps. Donc les gens ont pris l'habitude de faire ça, mais c'est dangereux aussi parce que à force de prendre des habitudes dans tout, eh bien les gens des fois on oublie des choses en informatique de manière générale et ils pensent que telle chose est obligatoirement à faire ici, alors que non. Ça reste ça une expression, j'insiste bien. Si je dois noter par exemple un schéma, eh bien imaginez que ça s'écrit comme ça, d'accord? Donc quand je mets des trucs entre chevrons, c'est que c'est voilà la chose à remplacer. Et puis vous allez avoir ça. Donc code si expression vraie, d'accord? Tout ce qui se fait en dessous de ce code-là, enfin de ce commentaire-là. Voilà. Mais cette expression, elle peut également être notée dans une variable ici. Voilà. Et une expression, elle peut contenir tout ce qu'on a vu dernièrement. Des opérations, des plus, des moins, des parenthèses, des fois, des puissants, des symboles, un peu de n'importe quoi comme on l'a vu. Tous les opérateurs d'arithmétique, etc. peuvent fonctionner là-dedans. On peut même utiliser des fonctions et utiliser des retours de fonctions dans des calculs. Vous verrez que tout fonctionne comme ça. Une expression, c'est un ensemble de toutes choses en programmation. Ça peut être des valeurs en dur, comme ici. Ça peut être d'autres variables. On peut très bien, par exemple, faire ça. Et puis, var, ce serait, par exemple, ceci. Ça, je fais un petit rappel très rapide, mais c'est parce que je veux vraiment insister là-dessus. Parce que je vous dis, je vois énormément de programmeurs qui ont pourtant de l'expérience, qui ont oublié toutes ces choses-là, ou alors qu'ils l'ont jamais vraiment su, parce qu'on leur a appris directement les choses d'une manière, sans leur expliquer pourquoi on mettait tout le temps les expressions là-dedans. Et les gens du coup pensent qu'on ne peut faire que comme ça, alors que non. Donc voilà, on peut très bien faire ceci, d'accord? On peut également, comme on l'a vu, comme on verra même plus tard, faire un retour de fonction, c'est-à-dire on peut par exemple coupler avec une fonction qui prend autre chose, etc. etc. Voilà, une expression, ça peut être aussi complète, aussi complet que ça, avec des valeurs en dur, des variables qui contiennent même des valeurs, et des fonctions que l'on appelle, qui vont retourner, parce que c'est un peu l'intérêt ici, un résultat. Et ce résultat qui va retourner, ce sera forcément une valeur de quelque chose, un entier, une chaîne ou autre. Donc c'est logique de faire ce genre d'expression-là en utilisant des opérateurs. Voilà. Donc ça, attention, sachez-le, retenez-le, d'accord? Parce qu'il y a énormément de gens, encore une fois, qui l'ont oublié ou qui ne le savent pas, qui pensent vraiment que qu'une condition, c'est obligatoirement des opérateurs de comparaison et dans le if, et qu'on peut pas le faire avant, alors que si. C'est absolument impensable de croire que on pourrait pas le faire ailleurs. Voilà. Et par habitude, c'est vrai qu'on le fait souvent comme ça, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser de variables intermédiaires. Voilà du coup, donc ça je vais l'enlever, pour nos opérateurs de comparaison. On en a d'autres aussi, je vais aller beaucoup plus vite, c'est les opérateurs que vous avez appris en mathématiques, donc niveau primaire. Donc si vous n'êtes pas au point avec ça, faudra revoir vos cours de maths ou éventuellement aller sur internet si vraiment c'est pas clair. Après bon, je pense que tout le monde, sans exception, vous êtes ok avec ça, sauf si vous avez 4-5 ans et que vous suivez une formation en informatique à 4-5 ans, mais ce serait quand même fort étonnant, parce qu'il y en a la plupart qui sauraient peut-être pas lire à cet âge-là. Donc ça devrait aller, normalement. Et vous avez donc ces opérateurs-là. Le inférieur à, le supérieur à, je vais le noter comme ça. Voilà, c'est mieux que je vous mette des notes partout. Supérieur à. On a ensuite le inférieur ou égal à. Donc là encore une fois c'est l'un ou l'autre. Il ne faut pas que les deux soient forcément valides, ok. Et là c'est supérieur ou égal à. Donc si les deux le sont, les deux le sont. D'accord, sauf que ça aura du mal là d'être comment dire supérieur et à la fois égal, c'est pas possible dans ce genre de cas. Inférieur ou égal une valeur, c'est pas possible non plus. Donc forcément ce sera obligatoirement que l'un ou que l'autre, parce que si c'était le cas, ce serait bizarre. Voilà, on peut pas, genre 14 ne peut pas être à la fois égal à 14 et inférieur à 14, c'est pas logique. Donc c'est automatiquement en toute logique l'un ou l'autre, d'accord. Et ça s'écrit dans ce sens, on n'écrit pas le égal avant comme ceci, d'accord, ça se fait pas, et comme ça non plus, ok. C'est vraiment toujours le symbole d'infériorité ou de supériorité avant et le égal ensuite, tout le temps. Là par contre, il n'y a pas 15 000 possibilités. La syntaxe, elle est absolument comme ceci et pas autrement. Donc là pour le coup, il n'y a pas d'autre syntaxe possible.
Voilà pour les opérateurs de comparaison. Donc il n'y en a pas beaucoup à connaître, d'accord? Et ça peut évidemment se coupler avec les opérateurs qu'on a déjà vus dans la vidéo précédente. Le AND, d'accord, qui est équivalent, et comme on l'a vu un peu en détail, parce que c'est pas tout à fait équivalent, hein, rappelez-vous, sur la priorité des opérations, donc qui équivaut à ça à quelques exceptions près. On avait le fameux OR, hein, donc c'est je rappelle les doubles barres ici, et le OU exclusif, d'accord, qui est un cas particulier aussi, mais je reviens pas dessus, on a tout vu ça dans la vidéo d'avant. Voilà. Donc ça c'est pour les opérateurs de comparaison, du coup, que je vous avais promis que nous verrions, donc ils sont tous ici, à quelques petites exceptions, parce que j'en ai quelques-uns qu'on peut noter. Le langage PHP, comme j'avais dit, est un langage assez ancien, d'accord, qui était un langage historique, qui a évolué énormément en termes de syntaxe, en termes de fonctionnalité, et les développeurs n'ont pas voulu forcément, par exemple, faire disparaître les anciennes syntaxes d'époque, pour éviter, par exemple, que quelqu'un qui aurait un vieux code se retrouve avec un code qui ne marche plus du tout du jour au lendemain. Alors il y a des choses qui ont disparu, des choses qui sont devenues obsolètes, qui ont été retirées du langage, évidemment, sinon on aurait encore du vieux code il y a 20 ans, ce sera assez problématique, mais certaines syntaxes qui ne sont pas jugées dérangeantes sont restées. Notamment pour l'opérateur de différence. Vous pouvez de temps en temps retrouver à la place cet opérateur-là, comme ceci. Et ceux qui font d'autres langages de programmation, notamment beaucoup de langages mathématiques, ou qui font de la base de données, je pense à Oracle par exemple, il est possible que vous ayez déjà croisé cet opérateur-là, qui signifie différent d'eux. Alors moi évidemment, sachant qu'en plus là c'est une formation sur PHP 7, et peut-être même que vous aurez une version supérieure au moment où vous verrez ce cours, évidemment je vous conseille d'utiliser tout le temps cette syntaxe ici. Tout simplement parce que presque tous les langages de programmation fonctionnent avec elle. Voilà. Donc là les deux sont valides, mais utilisez de préférence celle-ci. Mais c'est bien de savoir que celle-là marche et existe aussi, d'accord? C'est pas une invention sortie du chapeau, c'est évidemment, ça existe également en PHP. Voilà. Et on termine avec un dernier opérateur de comparaison un peu particulier, qui est tout nouveau, qui est arrivé avec PHP 7. Donc voilà. Donc je le note hein, à partir... Enfin, j'ai pas besoin de noter, en fait on s'en fout, parce que de toute façon, cette formation est faite avec PHP 7. Je vous ai dit au début, si vous choisissez volontairement d'apprendre PHP dans une version antérieure à la version au moins 7.0, vous faites comme vous voulez, mais par contre il faudra que vous adaptiez ce cours, parce que ce cours est compatible au minimum avec PHP 7 ou une version supérieure, et pas en dessous, donc voilà. Donc sachez que cet opérateur est arrivé avec PHP 7, si vous n'avez pas au minimum PHP 7, ça ne fonctionnera pas, et il permet de vérifier les trois tests ici. Donc supérieur à, ou égal à, ou inférieur à. Mais il pose la question en fait de est-ce que c'est l'un des trois, d'accord? C'est pour ça que je mets un petit point d'interrogation à la fin. Et en fonction, ça va retourner quelque chose. Donc si c'est égal, d'accord, ça va retourner 0. Si la première donnée, donc notamment ici number, est plus petit que la deuxième, d'accord, donc on va dire que la valeur A est plus petite que la valeur B, ça va retourner un nombre négatif. Généralement c'est moins 1. Donc on va mettre par exemple si A plus petit que B. On va noter comme ça. On part du principe, même si on peut faire des conditions sur plusieurs membres, on va partir du principe qu'on fait un test simplement comme ceci, d'accord, sur deux choses à chaque fois. Donc si A égale B, ça va retourner 0. Si A est plus petit que B, ça va retourner moins 1. Et si on a l'inverse, donc ça va retourner 1. Si on a pour le coup, hop, si A plus grand que B. Dans ce genre de cas, comment ça peut fonctionner? Comme ceci en fait, vous avez var 1, admettons, 14, on va avoir var B. Donc si je prends un peu le temps pour l'expliquer, parce que c'est bien à savoir, hein, évidemment. On peut, admettons, s'amuser à passer par une variable intermédiaire, pourquoi pas, et vous faites votre test ici, var 1, et vous écrivez comme ça, tout simplement. Voilà. Et là, directement, moi, pour être plus rapide, j'affiche le résultat comme ça. Voilà. Et du coup, on obtient ça. Là, ça a retourné 1, puisque variable 1 est plus grand que B. Si c'est égal, ça va retourner 0, comme je vous ai marqué. Et si c'est plus petit, ça va retourner moins 1. Voilà. Donc ça peut servir, hein, éventuellement. Après, vous pouvez très bien faire un if, hein, genre result. Comme ceci. Donc je mets pas d'accolade puisqu'on n'a qu'une seule instruction, encore une fois. Ça peut fonctionner, d'accord, pourquoi pas. Là, ça ne fonctionne pas puisque c'est égal à moins 1. En revanche, si je fais 10, voilà, ça ne fonctionne pas non plus puisqu'on a 1. Donc attention, attendez, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Ça doit fonctionner puisque c'est juste simplement que j'ai viré là. J'en enlève trop en fait, il faut pas faire des trucs comme ça. Ah, ça quand on s'enregistre, je veux dire, on devient vite, on fait vite des erreurs d'inattention, voilà. Ça valide puisque ça va retourner 1.
d'accord? Et je vous ai dit que 1 en booléen, ça correspond à true, à vrai. Donc en faisant ça, c'est vrai. Le 0, ça correspond à false. Par contre, moins 1, non. Donc attention, c'est pour ça, vous pouvez pas faire juste un test booléen sur ce type d'opération-là. Parce que ça va correspondre à false, ça va correspondre à true, mais le moins 1, lui, ben voilà, pour le coup ici, il ne correspond à rien. Donc ça pourrait poser problème. Donc attention à ce niveau-là, au niveau d'utilisation de cet opérateur-là. Après, vous rassurez-vous, dans certains cas, dans même beaucoup de cas, vous n'en aurez jamais besoin. C'est tout nouveau, hein, donc ça arrive avec PHP 7, donc moi j'ai découvert ça avec la sortie de PHP 7, forcément, hein, ça n'existait pas avant. Est-ce qu'un jour je vais m'en servir? Probablement pas, pour être honnête, voilà, je pense pas que, enfin, en réfléchissant, surtout dans les projets que je gère en PHP, j'ai pas en tête un exemple ou une partie d'un code où ça pourrait m'être utile, tout fonctionne déjà très bien sans, donc ça va être vraiment pour des cas très très spécifiques, mais je voulais vous le présenter parce qu'il fait partie des nouveautés avec PHP 7 et il est à connaître évidemment, c'est pareil, c'est pas un opérateur inventé, il existe bien à partir de PHP 7. Voilà pour ces opérateurs. On revient donc maintenant que j'ai présenté tous les opérateurs de comparaison, hein, que c'est fait, j'ai pris du temps là-dessus, mais au moins comme ça tout est dit, il n'y a plus maintenant qu'à avancer sur les différentes, les premières structures de contrôle pour faire des conditions. Donc on va revenir sur notre code de départ, number, comme ceci, donc le fameux if number égale 10 par exemple, on pouvait valider avec quelque chose, d'accord, en faisant par exemple OK. Vous pouvez sans problème, et ça je me base par rapport à l'ancienne formation, parce que vous savez que ça c'est une nouvelle formation PHP, hein, j'en avais fait une ancienne à l'époque sur la chaîne que j'ai enlevé pour faire quelque chose de plus à jour, avec du coup PHP 7, avec encore plus de vidéos qu'avant, encore plus de contenu, pour toujours améliorer ça, et je me base beaucoup aussi sur les commentaires et les questions que j'avais eues pour améliorer évidemment le nouveau cours, et il y a une question qui revenait souvent, c'était sur l'imbrication des conditions. Les gens n'avaient pas forcément compris que logiquement vous pouviez dans une condition en mettre une autre. Donc du coup je vais en profiter pour vous montrer ça sur cette vidéo, puisque vous pouvez sans problème faire ceci. Donc, par exemple, on vérifie que number est plus grand que 0, et s'il est plus grand que 0, on rentre également dans le if. Et dans le if, je peux en mettre un autre directement. Et cette fois-ci, est-ce que number est plus grand que 5? Et si c'est le cas, est-ce que number est plus grand que 10? D'accord? Et si c'est le cas, j'affiche plus grand que 10. D'accord? On va mettre... On va laisser comme ça. Là, ça n'affiche rien. Logique, il est tout à fait égal à 10. En revanche, si je mets juste après, 11, ça fonctionne. Et là, ça peut tout de suite devenir plus compliqué. Je vais vous montrer un exemple, tout bête. Regardez, je vais faire ça. Suite. Programme. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Par exemple, là. Alors là, bon, je vous aide un peu parce que je mets du texte qui est volontairement, on va dire, compréhensible, qui aide à comprendre le cheminement. Mais voilà un exemple de code qui devient très très vite, et encore il n'y a pas grand chose, là il y a juste des petits échos, très vite illisible si encore une fois on pense être un bon programmeur en minifiant, donc en réduisant au maximum le nombre de lignes de code, en disant ouais je suis un bon programmeur parce que je l'ai écrit en moins de lignes possible. Sauf que là le code il est dégueu et il est absolument pas lisible, pas compréhensible. Si je passe ce code là à quelqu'un, il va forcément lui falloir quelques minutes, bon là il est tout petit donc ça va, c'est évidemment plus simple, mais imaginez ça sur un vrai code avec plein de systèmes d'instructions, il faudra sûrement pas mal de temps pour réussir à comprendre à quoi correspond chaque chose. Et encore là le texte aide quand même pas mal, donc on s'en sort plutôt bien, d'accord. D'ailleurs là vous voyez il affiche plus grand que 10, plus grand que 5, plus grand que 0, suite du programme. Donc peut-être que la personne qui va juste voir ce code dire pourquoi il affiche les 4, je comprends pas, il y a des tabulations, des fois non, alors pourquoi il affiche les 4, je pensais qu'il allait moins afficher que ça. Parce qu'il y a des choses qui sont en dehors de certaines conditions if. Et si on veut améliorer la lisibilité, encore une fois, je vous recommande tout le temps d'utiliser des accolades. Voilà. Même si vous disiez que c'est pas forcément utile, vous allez largement améliorer la lisibilité de votre code en faisant ça. Vous pouvez mettre des espaces blancs, peu importe, vous êtes pas, voilà. À l'arrière, vous n'êtes pas obligé de le mettre pour celui-là, on va dire, pour cette partie-là, si vous voulez, mais déjà là on comprend mieux. On comprend que si c'est plus grand que 0, on rentre dans tout ce if là, et on voit que tout ce if là c'est tout ça. Vous voyez tout de suite c'est beaucoup plus lisible en code. Donc on voit que si on ne rentre pas du tout là-dedans, c'est-à-dire que si c'est une valeur négative, pas de problème. On voit très bien que le dernier écho il sera affiché en tous les cas, parce qu'il est complètement en dehors de toute la structure conditionnelle. Donc c'est logique qu'on affiche ça. À partir du moment où c'est plus grand que 0, eh bien il va afficher les deux lignes. Et on comprend aussi qu'il affiche les deux échos, puisque il est rentré ici, d'accord, mais il n'a pas réussi à rentrer là parce qu'il n'est pas plus grand que 5, et donc il est forcément pas plus grand que 10. Donc il va afficher plus grand que 5, ok, non même pas, j'ai des bêtises, il va afficher plus grand que 0,
puisque regardez, on est en dehors des if, mais on est toujours dans celui-là, sur lequel on a validé, et il affiche évidemment le echo qui est en dehors de tout. D'où le fait d'avoir ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on veut vraiment toutes les mettre, eh bien on peut juste faire ça aussi. Hop, voilà. Et là on comprend bien le code au niveau de la lecture. Donc ça rajoute des lignes, c'est sûr, ça fait un peu plus de lignes de code, mais au moins on arrive facilement à lire, et quelqu'un a voulu passer ce programme-là, voilà, qui connaît évidemment les conditions en PHP, sinon ce serait problématique, il est capable de bien comprendre chaque chose, à quoi elle correspond, grâce aux accolades. Voilà. Et en plus les éditeurs, vous voyez que maintenant les éditeurs de code, ils arrivent en plus, regardez, à vous fermer automatiquement les structures. Voilà. Grâce aux accolades. Si vous mettez pas d'accolades, ils sont pas capables de le faire, sauf si vraiment ils sont très à jour et qu'ils arrivent à le détecter, mais la plupart du temps ça déconne. Donc c'est mieux de les avoir les accolades parce que ils sont capables comme ça de fermer à chaque fois toutes les structures sous forme d'accolades. Très pratique pour relire son code. Donc plutôt sympa à utiliser. Donc n'hésitez pas, un maximum privilégier ce type de syntaxe là. Elle est beaucoup plus lisible à la relecture. Imaginez faire un programme en PHP et le relire 6 mois, 1 an plus tard. Si vous n'êtes pas capable de vous relire, ça risque d'être très très problématique pour maintenir quelque chose et d'avoir un code qui soit propre et optimisé. C'est comme ça qu'on crée des bugs, c'est comme ça qu'on a des programmes qui sont bourrés d'erreurs. Parce qu'on pense être un bon programmeur en écrivant le moins de lignes possible, en mettant les if comme ça, parce que ça par exemple on peut le faire, je vais vous montrer. Genre quand je fais ça, ok, on peut très bien l'écrire comme ça. On met directement tout à la ligne, c'est-à-dire qu'on fait ça, hop, on peut aller, on met un petit espace, histoire de dire, ça fonctionne, d'accord? Mais c'est pas lisible. Là bon, ça va, c'est qu'une petite ligne, donc ça passe, mais si vous rajoutez plein de lignes comme ça partout, ça va vite devenir très compliqué. Donc faut faire gaffe à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est un petit rappel, enfin en tout cas un petit conseil concernant des bonnes méthodes de programmation, en tout cas à mon humble avis. Après vous en faites ce que vous voulez, vous les appliquez ou non, c'est votre choix, mais c'est les conseils que je peux vous donner, et surtout dans ce genre de cas où on peut avoir des conditions assez imbriquées, assez complexes par la suite. Alors plutôt que de faire plusieurs if, comme on a pu le voir, on peut très bien aussi faire des if comme ceci, sans les imbriquer, c'est tout à fait possible. À la différence qu'ici, eh bien, comme c'est à chaque fois en dehors, d'accord, on va toujours tout vérifier. C'est-à-dire que le programme, qu'est-ce qu'il va faire ici pour 1, il va faire ça. Est-ce que number est plus grand que 0? Oui. Du coup, il va afficher OK. Mais là, il va quand même faire ce if aussi. D'accord? Parce que comme le if est en dehors de tout, eh bien, il va le faire. Donc si vous faites des if non imbriqués, si par exemple il y en a 10, eh bien, il va faire les 10 if à la suite. Et évidemment, ça va prendre plus de temps que si vous n'en faisiez que 1 parce qu'ils étaient imbriqués. Donc il faut faire gaffe aussi à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement privilégier ce type de syntaxe. Else if, ou alors vous pouvez mettre un espace, l'un ou l'autre ça fonctionne. Moi éventuellement je vous recommande de ne pas en mettre, vous verrez plus tard quand notamment on fera de l'intégration avec du HTML, vous verrez que par exemple que cette syntaxe là fonctionne en HTML mais pas celle-là. Donc à la rigueur prenez l'habitude dès le départ de tout attacher, au moins vous serez sûr que ça fonctionnera à tous les coups. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Si on a ça, si le if ici on y entre, d'accord, donc si ça valide cette condition là, on affiche là. Et on va pas faire celui-là, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette partie-là, on sort complètement de la structure conditionnelle. Par contre, si ce if-là n'est pas validé, alors si, donc il va aller sur le deuxième. Il va essayer de tester la deuxième expression, etc., etc. Et vous pouvez mettre une expression par défaut qui sera fait dans tous les cas, d'accord? Avec un else. Enfin, elle sera fait dans tous les cas, non, elle sera fait si aucun des cas avant n'a été validé, pour être plus exact. Donc là, on va mettre pas OK. Voilà. C'est-à-dire si ni cette expression-là n'est vraie, et ni cette expression-là n'est vraie, alors, d'où le mot else en anglais, on rentre ici, et on fait va OK. Alors là je mets pas d'accolade puisqu'on n'a vraiment qu'une seule instruction à chaque fois, même si encore une fois vous pouvez en mettre, ça pose pas de soucis, ce sera beaucoup plus lisible. Et là on obtient ça. OK, puisque c'est plus grand que 0. Si c'est pas plus grand, alors oui par contre c'est un peu bizarre, on va mettre plutôt comme ceci. Voilà. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Si c'est plus grand, on va mettre comme ça. Et là on va mettre du coup que c'est égal à 0, parce que si c'est ni plus grand que 0, ni plus petit que 0, c'est-à-dire que c'est égal. Donc là, on fait le test comme ça. Là il nous met plus grand que 0, c'est effectivement le cas, c'est 1. Si on met moins 11 par exemple, il va toute logique nous afficher plus petit que 0. Et si on met 0, eh bien on va ni valider ça, ni valider celui-là, donc on va aller dans le else, et il va nous afficher que c'est égal à 0. Ce qui est bien le cas, si on regarde la valeur de number. Voilà, donc vous pouvez très bien avoir ce type de structure là. Le minimum c'est avoir un if, parce que si vous n'avez pas de if du tout, vous n'avez pas de condition, donc c'est logique, c'est comme ce qu'on a vu précédemment. Si vous voulez un code avec un if et un cas où le if n'est pas validé, vous faites ça. If, sinon voilà.
Donc là, ça veut dire que c'est plus grand que 0. Sinon, là, ça veut dire que, en toute logique, si ce n'est pas plus grand que 0, ça veut dire que c'est plus petit ou égal à 0. Parce que c'est la seule possibilité si ça n'a pas validé ça, hein, en termes de logique. Voilà. Et vous pouvez faire plusieurs if avec des else if, else if, else if, autant que vous voulez, avec à chaque fois des conditions. D'accord ? On vérifie une expression dans les if, on vérifie une expression dans les else if, puisqu'on redemande une autre condition. Par contre, pour le else, il n'y en a pas. D'accord ? C'est logique, hein, attention à ça. Le else, on ne fait pas de else, vérification de quelque chose. Le else, c'est si toutes les conditions d'avant n'ont pas été validées. Alors, c'est ce que ça veut dire, else, ça veut dire alors en anglais, on fait ce qu'il y a là. Donc pas besoin de vérifier quoi que ce soit. C'est le cas où tout ce qui était avant n'était pas validé. Donc ça, c'était toute la structure. Ça a pris un peu de temps à vous l'expliquer, mais c'était important. Toute la structure conditionnelle avec le if, le else if et le else, qui est évidemment à connaître. C'était la première que vous deviez apprendre au niveau des structures conditionnelles. Maintenant, une deuxième qui peut être intéressante. Admettons que je veux vérifier plusieurs valeurs d'égalité de number. Genre, je veux vérifier est-ce que number est égal à 1, est-ce qu'il est égal à 2, est-ce qu'il est égal à 3, etc., etc. Avec ce que vous avez appris, le seul moyen que vous avez grosso modo de le faire, c'est ça. Donc de faire number égal 1, vous faites quelque chose. Admettons que vous affichez 1, etc. Après, vous pouvez faire plusieurs if, mais c'est pas propre de vérifier un comme ça. Donc pour faire plus propre, on va faire ça. Number égale 2, d'accord, echo 2, etc. Hein. Donc je mets des commentaires pour dire qu'on fait ça pour toutes les valeurs, jusqu'à terminer éventuellement par un else pour dire, alors je me suis gouré dans le, voilà, pour dire que c'est, ça correspond pas en fait, genre pas valide, admettons. C'est-à-dire que c'est ni égal à 1, ni égal à 2, ni à 3, ni à 4, à 5, donc ça peut être moins 1, 0, 10 000, peu importe. Voilà, c'est valide à rien du tout. Ça, c'est un peu long, d'accord? Si vous avez beaucoup de conditions à vérifier comme ça, je dirais, pour donner un ordre d'idée, à partir de 5, quand vous arrivez à 5 if, ou plus, il est mieux d'utiliser une autre structure de conditions, d'accord? Alors si vous en avez que 3, vous pouvez très bien fonctionner avec des if, ça va, ça reste tout à fait raisonnable, correct. Mais si vous commencez à atteindre les 5 conditions comme ça qui se suivent, voire plus, vous avez une structure que l'on appelle le switch, qui est prévue pour ça. C'est pas que c'est forcément, comment dire, mieux ou moins bien, c'est juste que c'est plus optimisé pour tout un ensemble de vérifications d'égalité à faire. Le switch fonctionne absolument que pour des égalités, donc c'est-à-dire vérifier que quelque chose est égal à autre chose. Pour travailler dessus, vous mettez switch et la variable à tester. Donc il ne s'agit pas de vérifier par exemple un switch, par exemple de vérifier une inégalité ou une différence, tout ça, c'est vraiment pour de l'égalité. Et dans ce genre de cas, on va avoir plusieurs possibilités. Pour définir et énumérer les possibilités que vous voulez, vous allez utiliser le mot-clé case, qui veut dire cas. Donc dans le cas, par exemple, où number est égal à 1, donc vous mettez case 1. Ça veut dire dans le cas où ça vérifie l'égalité number égale 1. On met 2 points et on écrit ce que l'on va faire comme traitement. Donc vous pouvez les mettre directement à la suite, genre mettre ceci, 1 comme ceci. Moi je vous recommande d'aller à la ligne, petite tabulation, et voilà. On sait que c'est à l'intérieur du case. Une fois que vous avez fini, vous pouvez traiter un autre cas. Donc vous pouvez l'écrire comme ça. Si vous voulez respecter une mise en page un peu plus logique, bien présentée. Moi je les présente en général comme ça, les switches, je trouve que c'est bien lisible. Etc. On peut le faire pour tous. On va le faire, écoutez, on va s'arrêter à 3, ce sera pas mal. Et après, c'est mieux de gérer un cas par défaut. Si c'est ni égal à 1, ni égal à 2, ni égal à 3, donc le fameux else qu'on aurait par exemple, vous mettez le mot-clé default. Et ça, je vous recommande de toujours le mettre dans un switch. Toujours gérer un cas par défaut si jamais aucune de vos égalités n'est vérifiée. Alors si c'est une valeur que vous pouvez traiter, vous faites un traitement en particulier. Sinon, vous dites par exemple que c'est pas une valeur que vous vouliez, que vous attendiez, vous affichez un message d'erreur. Bref, vous faites ce que vous voulez. Le problème, c'est que juste en écrivant cette syntaxe-là, ce qu'il va faire le switch, c'est qu'il va vérifier le cas où c'est 1, d'accord? Il va faire ça. Ensuite, il va vérifier si c'est égal à 2. Ensuite, il va vérifier si c'est égal à 3. Ensuite, il va faire le default. C'est-à-dire qu'il va tout faire et du coup, c'est pas propre. C'est un peu comme tout à l'heure ce que je vous avais dit. Comme si on faisait ça. Je vous remonte son équivalent. Et directement, hop, on refait une autre condition. D'accord? Etc. 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 Au lieu de faire le fameux, vous savez, comme je vous ai dit, else if. Là, il va faire que l'un ou l'autre, il fera forcément qu'une seule des deux conditions, il va jamais afficher 1 et en même temps 2, soit il va afficher 1 et il sort, soit il vient ici et du coup il va afficher 2 parce que ça valide, soit il affichera aucun des deux parce que c'est ni égal à 1 et 2, donc éventuellement avec un else, d'accord? Mais ça correspond, le switch là que j'ai actuellement, à ça. C'est-à-dire que là, il va
afficher qu'un seul des deux échos, mais par contre il va tester les deux conditions, et du coup ça demande un peu plus de temps d'exécution, c'est pas forcément optimisé. Donc pour éviter ça, on part du principe qu'à partir du moment où on est rentré dans un cas, c'est-à-dire que comme ça vérifie une égalité, vous êtes d'accord que si number il est égal à 1, il peut pas être égal à 2, ni à 3, ni à autre chose. Il est soit égal à 1, et c'est tout, il est égal qu'à une seule valeur possible. Donc vous allez devoir sortir de la structure, interrompre la structure. Et pour ça, vous allez utiliser un petit mot-clé en PHP, qu'on retrouve dans pas mal d'autres langages aussi, qui est le mot break. Donc c'est une instruction, on met break, un point virgule, terminé. Et ça, il faut le mettre à chaque fois, à chaque fin de cas. Et dans le default également. D'ailleurs, si vous voulez rien faire dans le cas du default, vous pouvez directement mettre juste un break, pour dire si ça correspond à rien, et on sort du switch, terminé, on fait rien d'autre. Voilà. Et dans ce cas-là, vous n'allez traiter qu'un seul cas. Ok, vous voyez le 1. Parce que si par exemple je fais ça, on peut tenter comme ça, ça va rien afficher d'autre, d'accord? Sauf pour là où il a mis le 2. Ah d'ailleurs oui, il a traité le case 2. Ah oui, en plus. Donc en plus, voilà, en plus de ça, attendez, je regarde si j'ai pas oublié de code, non? Donc en plus de traiter les plusieurs cas, et en plus il induit le code en erreur. C'est-à-dire que là, il considère que du coup, number est égal à 2 alors que c'est pas le cas. Vous avez vu? Donc en plus ça crée des résultats pas du tout inattendus, donc ce qu'on appelle des comportements inattendus ou comment dire, oui c'est ça, de toute façon c'est inattendu, c'est-à-dire que le code peut produire un résultat qui est non prévisible, voilà, imprévisible, et là il vous met que c'est 1 et 2 en même temps. Là c'est comme si le code vous disait number c'est en même temps égal à 1 et en même temps égal à 2, alors que c'est pas possible, c'est soit forcément l'un ou l'autre, ça peut pas être les deux. Donc d'où l'intérêt encore une fois de bien mettre le break, sinon vous allez avoir des comportements assez bizarres dans vos programmes. Et vous allez risquer de vous arracher les cheveux, sans comprendre d'où vient l'erreur. Donc attention, l'utilisation, ça c'est tout nouveau aussi. On va d'ailleurs le voir dans la vidéo prochaine avec l'autre type de structure de contrôle, et avec un autre mot également qui sera bien utile. Donc c'est à connaître, le break, pour interrompre, c'est tout ce que ça veut dire, casser, donc c'est interrompre la structure en cours. Donc ici, le switch. Voilà, donc vous avez vu la structure en if, vous avez vu la structure de contrôle en switch, d'accord, qui correspond à un ensemble de plusieurs if et un else à la fin de préférence pour que ce soit propre. Et nous allons en voir aussi quelques-unes qui peuvent être intéressantes, pas obligatoires. Tout ce que je vais vous montrer à partir de maintenant n'est vraiment pas obligatoire, mais c'est bien de le savoir aussi, parce que ça peut raccourcir, en tout cas faciliter votre développement et des fois rendre les choses un peu plus lisibles dans certains cas, avec notamment l'utilisation d'un ternaire. Donc comment ça fonctionne un ternaire? Voyons un exemple ici. Tiens, mettons sur un jeu vidéo, on utiliserait par exemple un booléen pour dire le jeu il est lancé ou il est pas lancé, donc il est à true ou false, ok. On ferait ce genre de vérification. Mettons message, d'accord, on met un message vide par défaut, et on ferait ça. Si le jeu est lancé, donc je rappelle que si je note juste ça, c'est comme si je notais ça, c'est exactement la même chose, c'est l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que si vous mettez tout court la variable, et bien le if, rappelez-vous, soit il se valide, soit il se valide pas. Il se valide si le test qui est fait est égal à true, il se valide si le test est égal à false. Et comme là on a déjà un booléen dans la variable, vous n'êtes pas obligé de noter ça comme ça. Là effectivement c'est une histoire d'optimisation. Notez ce code là, un débutant il va noter ça comme ça. Quelqu'un qui a un peu d'expérience en informatique, il va noter ça directement comme ça. D'accord? Donc vous prenez dès le début les bonnes habitudes. Quand vous avez une variable booléenne, vous n'avez pas besoin de noter l'opération d'égalité. Vous notez soit comme ça pour vérifier si c'est égal à true, et si vous voulez vérifier l'inverse, vous mettez un point d'exclamation devant, pour dire que c'est l'inverse de true, donc là en l'occurrence false. Ok. Donc on fait ça, et là du coup on va faire ça. Hop. Donc message quel le jeu est en route, ok. Et sinon, bien évidemment, le jeu ne l'est pas. On peut pas être en route et à la fois pas en route. Le jeu est j'ai arrêté parce que je vais éviter encore une fois les accents parce qu'on ne travaille pas sur des encodages, là on est juste en PHP, on n'a pas fait de page web, c'est juste un script PHP. Donc voilà comment que ça se passe. Je teste, j'actualise, j'ai peut-être pas enregistré le fichier ici, non c'est surtout que j'ai rien affiché, décidément, j'en fais des erreurs, attention, message, voilà. Hop, d'accord, donc là il m'affiche que le jeu est en route, puisque c'est le cas, je lance égale true, donc c'est normal que la condition là est validée, il affecte cette valeur là à message, et du coup dans tous les cas de toute façon j'affiche la valeur, parce que je suis sûr qu'il y aura au moins quelque chose d'enregistré dans message, puisque en faisant un if else, avec une affectation sur la même variable dans les deux cas, c'est obligé qu'il y aura soit ça comme valeur affectée, obligatoirement, c'est impossible qu'il y ait aucun des deux, puisque on fait ici une vérification binaire, d'accord, sur une variable. Donc automatiquement ça fonctionne. Si je mets d'ailleurs 1, rappelez-vous, pour les booléens, c'est la même chose, je rappelle. Si je mets 0,
ça correspond à false, donc on va voir l'inverse, le jeu est éteint, etc. Ça c'est une syntaxe qui peut être un petit peu lourde dans certains cas, même si elle est simple ici, le fait d'affecter comme ça quelque chose là, il y en a qui veulent vouloir écrire peut-être ça un peu plus rapidement. Si vous voulez le faire plus rapidement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un ternaire, une structure ternaire. Pour ce faire, c'est très simple, la variable qui va recevoir, d'accord, le résultat du ternaire, vous la mettez au départ, et vous allez faire une affectation suivant une condition. La condition c'est ça. Vous lui passez la valeur. Donc moi ça va être juste ça. Je lançais. On peut faire une condition genre une inégalité, une vérification avec un nombre, n'importe quoi, d'accord. On peut même faire supérieur ou égal à quelque chose. Ça fonctionne. Là dans mon cas particulier je vérifie juste un true, mais évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel type d'opérateur de comparaison dans un ternaire. C'est juste qu'il va se passer de cette manière. On met un point d'interrogation, et juste après le point d'interrogation, vous écrivez la valeur que va prendre message dans le cas où cette condition est valide. Donc dans le cas où le résultat ici vaudra true. Donc moi ça va être ça. Jeu en route. Vous mettez ensuite 2 points. Alors moi je m'impiète pas histoire que ce soit un peu plus lisible à lire. Je préfère plutôt que de faire ça tout collé. C'est juste que c'est une question de lisibilité encore une fois. Jeu éteint. Voilà, et le point virgule à la fin, parce que c'est une instruction. Donc vous voyez, même dans une affectation de variable, on peut écrire tout ça comme expression, d'accord? Donc on peut utiliser des opérateurs de comparaison, des opérateurs arithmétiques, des opérateurs de plein de calcul, des retours de fonctions, mais également cette nouvelle chose que vous venez d'apprendre qui s'appelle un ternaire. Pourquoi ternaire? Parce qu'on a 3 choses. Une expression à vérifier, donc une condition, le cas, son résultat si c'est vrai, ou son résultat si c'est faux. Donc c'est un fameux, ça c'est si on rentre dans le if, ça c'est si on rentre dans le else, d'accord? Mais on a raccourci du coup l'écriture. Et là, on obtient ça. Je vais éteindre, ce que je rappelle c'est égal à 0. Si je mets true, d'ailleurs je peux même virer la message, pas besoin de le créer avant, là ça va être égal à jeu en route. Parfaitement logique si on lit tout ça. D'accord? Voilà comment fonctionne un ternaire. Donc encore une fois, pas obligatoire à connaître, hein. Vous n'êtes pas, même si un jour vous n'utilisez jamais de ternaire dans votre vie, vous ne serez pas un mauvais programmeur, c'est pas une obligation du tout, mais c'est bien de savoir que ça existe, et dans certains cas, peut-être que vous préférez utiliser cette syntaxe-là, qui sera peut-être plus lisible dans certains cas de figure en programmation. Par contre, si vous pensez que le ternaire va faire perdre en lisibilité votre code, gardez la structure if-else, encore une fois. Cherchez pas à vouloir produire un code plus compliqué en vous disant vous serez un meilleur programmeur si vous faites un code qui paraît plus complexe, d'accord? On n'est pas là pour se la péter. Faites un code qui est lisible et surtout pour vous, plus tard, si vous retournez dessus, si vous revenez lire ou retravailler sur un code, il faut qu'il soit compréhensible très rapidement. Il faut qu'en quelques secondes, vous sachiez ce que vous étiez en train de faire. Donc ça, pour l'exemple que j'ai là, évidemment, c'est très simple, hein, pas besoin de mettre un if-else, c'est très lisible comme syntaxe. Par contre, dans certains cas, vous verrez que le ternaire peut compliquer un petit peu la lecture du code. Donc dans les cas où ça la compliquerait, on va préférer faire un if-else qui sera évidemment beaucoup plus lisible. Voilà pour ça, au niveau du ternaire. On termine avec une dernière petite structure toute nouvelle aussi, hein, c'est arrivé donc récemment en PHP, ce qui va permettre de vérifier l'existence ou non d'une variable. Donc dernièrement, hein, ce qu'on avait vu précédemment, je vous avais dit, donc on faisait par exemple ma variable égale OK, on setait une variable, on faisait un set de la variable, c'est-à-dire qu'on la créait, on la définissait. Et je vous avais dit qu'avec la fonction unset, sans rentrer en détail sur les fonctions, puisqu'on aura une vidéo bientôt sur les fonctions de manière générale, en faisant ça, on unsetait la variable, donc on enlevait sa définition, donc en réalité on disait que cette variable était égale à nul. Et une variable qui est égale à nul, c'est une variable qui n'existe plus en PHP, c'est comme ça que c'est décidé. On peut du coup, comme on peut enlever la définition d'une variable, on peut vérifier par exemple que la variable existe, grâce à la fonction isSet, en faisant ceci. Donc là on fait pas un test sur sa valeur, on s'en fout. On vérifie juste que cette variable existe. Et c'est vrai que si je l'avais abordé précédemment, ça n'aurait pas eu d'intérêt, mais là comme on a vu les conditions, regardez, vous pouvez faire ça. Dans un if, faire ceci. Et là du coup, elle existe. Et sinon, d'ailleurs on pourrait même pu faire ça dans un ternaire, encore une fois, et oui, on peut tout faire dans un ternaire. Elle, alors attention c'est une négation, n'existe pas. Je rappelle la syntaxe qui aurait été correspondant, donc on va passer plutôt, enfin on pourrait même faire un écho d'un ternaire, mais bon ça c'est un peu bizarre de faire ceci, hein. Je leur montre, isSet de ma variable, voilà, et puis là on aurait fait ceci. Pour vous dire qu'on peut faire un code qui devient très vite moins lisible, hein, si on veut. Voilà. Alors j'ai rien oublié, voilà, on aurait pu faire ça. Non bah non en fait je mets une parenthèse mais on s'en fout, c'était la parenthèse du set. Donc là ça deviendrait vite illisible, et en plus si on veut entourer le écho, on aurait pu mettre des parenthèses au écho.
pour encadrer. Donc c'est pour ça, n'essayez pas de faire des codes, parce que là vous voyez par exemple, ce ternaire là, pour moi personnellement, je le trouve pas très lisible, à manière aussi écrit, parce qu'il commence à avoir pas mal de parenthèses, on va en oublier ou en mettre de trop, bref, pas top. Donc on va préférer faire ce que j'ai mis au-dessus, d'accord? Là c'est tout de suite beaucoup plus lisible au niveau de la syntaxe. Donc là la variable est définie, du coup elle existe. Si par contre je refais ce test là après un unset de ma variable, hop, voilà, là, elle n'existe plus. Donc automatiquement il nous met qu'au début elle existe, on fait un unset et après là, du coup elle n'existe pas. Voilà. Donc ça, fonction très très importante de PHP, je vous la donne dès maintenant. On aurait pu attendre un petit peu avant de vous la donner, mais je vous la donne tout de suite. Parce que vous allez voir qu'elle va vous servir beaucoup quand on va travailler par exemple sur des formulaires pour travailler avec des données. C'est indispensable en termes de sécurité, en termes de base de données, tout ce que nous allons faire en PHP sur le web de manière générale, on va l'utiliser tout le temps. Donc s'il y a bien une fonction à retenir par cœur en PHP, c'est celle-là, isSet, pour dire est défini. Est-ce que ma variable est définie? Est-ce que ma variable existe? Etc. Et ça va retourner true si elle existe, false si elle n'existe pas, tout simplement. Donc cette vérification-là, d'accord, de faire ça, donc notamment de faire par exemple juste ça, c'est-à-dire genre, je sais pas moi, genre par exemple si la variable n'existe pas, donc non isSet n'est pas isSet, donc n'est pas défini, isSet, on va faire juste ça. Ce type de syntaxe, on peut, si vous voulez la raccourcir, d'accord, ou l'écrire d'une autre manière, avec un opérateur assez particulier en PHP qui est le double point d'interrogation. Ça ressemble un peu à un ternaire, mais pas tout à fait. Comment ça va fonctionner? On va noter par exemple res, d'accord? Et res, il va prendre ceci. Donc je vais faire un, tout simplement, est-ce que je peux faire directement mon isSet? Non, on va faire directement ma variable, justement, pas besoin. Voilà. Donc je note comme ceci, ma variable, point d'interrogation, et elle n'existe pas. Alors ça, qu'est-ce que ça va afficher? Donc dans le cas où ici, c'est vrai que c'est pas très concret comme exemple, très utile, donc vous n'allez peut-être pas forcément comprendre l'utilité de faire ce genre de syntaxe, mais je vous le montre. Ça veut simplement dire que on vérifie si cette variable existe, si elle est set, donc si elle est isSet, comme là. Si elle existe, eh bien, ce qu'elle contient, on va le stocker dans res. Donc ça veut dire que là, si elle existe, eh ben, le echo va afficher OK. Sinon, si elle n'existe pas, donc grâce à cet opérateur-là, qui est un opérateur de vérification de nullité, donc de variables qui existent ou non, ça affichera ce qu'il y a après les points d'interrogation. Elle n'existe pas. J'actualise, ça affiche OK. Si en revanche, d'ailleurs je devrais peut-être enlever même ça, il y a même un petit, voilà, pour pas se tromper. En revanche, si je fais un unset juste avant là, d'accord, j'actualise F5, elle n'existe pas. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc c'est une petite syntaxe raccourcie qui arrive avec les dernières versions de PHP, avec PHP 7. Donc ça peut être utile de connaître. Après c'est pareil, personnellement moi je m'en suis jamais servi dans mes programmes, et honnêtement je pense pas m'en servir un jour non plus. Donc c'est ce que je vous dis, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est nouveau dans un langage, une nouvelle fonctionnalité, tout ça, qu'il faut absolument voir pour s'en servir. Dans certains cas oui, ça peut être intéressant parce que ça améliore les performances, ça rend le code plus compréhensible, plus logique, plus lisible, etc. Avec plein de qualités, plein d'avantages différents, mais dans certains cas c'est juste une autre façon d'écrire du code, et des fois ça peut apporter des inconvénients ou des défauts. Donc n'utilisez pas à tout prix, utilisez cette syntaxe si vraiment ça vous arrange certains cas, parce qu'elle est quand même courte à écrire, mais personnellement moi je préférerais toujours utiliser la fonction isSet. Donc c'est vrai que là on l'utilise pas, mais d'une certaine manière cet opérateur fait lui-même la vérification en fait de l'existence de la variable, donc il va en fait faire tout seul le isSet. Donc vous n'allez pas forcément raccourcir le temps d'exécution du programme, puisque c'est juste que tout est caché, d'accord, tout est obfusqué, mais en réalité c'est utilisé quand même. Que là en faisant nous-mêmes isSet, on arrive à lire, et en lisant le code à comprendre qu'on vérifie que cette variable existe ou non, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc moi personnellement, je pense que je vous dis, j'utiliserai jamais cette syntaxe là parce que je la trouve du coup beaucoup moins lisible, encore une fois, que celle de tout à l'heure avec la fonction isSet. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il faut connaître, hein, on travaille avec PHP 7, c'est une syntaxe à connaître qui existe également dans ce langage. Et on en termine du coup avec que c'est structure conditionnelle. Donc je résume, hein, on a vu le if, avec le éventuellement else if else, on a vu le switch, on a vu les ternaires, on a vu cette syntaxe également un peu particulière. Je vous ai fait la présentation de tous ces opérateurs de comparaison à connaître. Et on termine très rapidement, et j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, sur des fonctions pour vérifier les types. Je vous avais dit qu'on en parlerait plus tard, mais que c'était pas utile au départ de le faire parce que c'est bien à utiliser dans des conditions. Notamment les fonctions qui vérifient un type particulier. Genre je vais faire ça, number 14. Et je peux faire dans le if,
echo, c'est un entier. Vérifier que number est un entier. Comment on va faire ça? On va utiliser la fonction is underscore int de number. Voilà. Si ça c'est validé, oula, voilà, c'est que c'est un entier. D'accord? Parce qu'évidemment, isInt vérifie que la variable qu'on lui donne est un entier de type. Si en revanche ça devient ça, ça ne valide plus parce que là c'est un string. Ok. Donc je vous les donne rapidement, ces variables, pour terminer cette vidéo. Ces fonctions, pardon, pas ces variables. Je sais pas pourquoi j'ai dit des variables. Non, ce sont des fonctions. On va y arriver. Une fonction usuelle, ça veut dire utile. Donc vous avez isInt ou isInteger. IsInteger c'est un alias, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes fonctions, sauf qu'ils ont créé cette syntaxe également pour ceux qui préfèrent écrire le mot en entier. Moi je vous conseille d'utiliser celle-là, elle est beaucoup plus courte, on la comprend très bien, mais vous pouvez utiliser isInteger éventuellement. On a pour, alors plutôt prendre dans l'ordre, parce que c'est surtout pour les types scalaires qu'on l'a. On l'a pour d'autres types également, les types composés, mais comme on n'en a pas encore parlé, je n'en parlerai pas en cette vidéo. Donc on a le isBool, alors là il n'y a pas de isBoolean pour le coup, c'est pour ça que je vous dis d'utiliser à la rigueur les syntaxes courtes, puisque dans certains cas il n'y a pas de syntaxe longue. Donc isInt ou isInteger éventuellement, isFloat ou la syntaxe historique, qui est un peu plus ancienne comme on en avait parlé dans les vidéos d'avant, le isDouble, d'accord, isString, pour la chaîne de caractères. Voilà, donc pour les quatre types scalaires, je vais y arriver. Plus tard, on aura également la même fonction, le isArray pour vérifier un tableau, le isObject pour un objet, donc une instance de classe, etc. etc. isCallable pour une fonction de rappel aussi, ça existe. Mais là, c'est vraiment les 4 à connaître. Donc à la rigueur, ceux-là, je peux même vous les enlever, de toute façon, pas forcément utile de vous embêter en plus, mais juste ces 4-là. Donc si vous voulez, rappelez-vous la vérification de ça, je vous avais dit qu'il vérifiait qu'un seul des deux. Si vous voulez par exemple vérifier à la fois que c'est différent d'eux en valeur et différent de type, eh bien vous pouvez simplement, admettons, faire ça. Donc, je terminerai avec cet exemple-là d'ailleurs. NB1 égale 14, d'accord, et de faire NB2 égale, et là vous voyez, je mets ceci. Donc ça va être différent en valeur et différent en type pour le coup. Si je m'amusais à faire ça, NB1, voilà, comme ceci, NB2, donc là on peut mettre complètement différent, donc ça ne s'entend pas identique non plus, d'accord, donc là ça fonctionne parce que c'est le cas. Par contre à partir du moment où le type est le même, juste le type, et bien, alors là pourquoi il me le met d'ailleurs, il me l'a pris en compte, alors attendez, toc toc, différent de 14 14, là c'est égal, voilà. Alors il faut que ce soit différent ou que ce soit, eh bien oui, voilà, c'est ça le truc, voilà, c'est que là les valeurs sont pas différentes, d'accord, mais comme les types eux, bah oui, c'est en fait c'est ça, les types sont les mêmes, mais les types sont les mêmes et les valeurs sont les mêmes aussi, et bien pourtant ils rentrent ici. Alors là il ne rentre pas, je vais y arriver dans les explications, voilà, c'est plutôt ça que je voulais montrer, voilà. Là on a la même valeur, mais on n'a pas le même type, et il nous dit que c'est complètement différent alors que c'est pas vrai, c'est pas complètement différent puisque le type il est le même, la valeur pardon est la même ici, par rapport à ça. Donc le moyen vraiment de vérifier tout complètement, bah, c'est de faire juste une différence. Donc là on vérifie la différence de valeur, d'accord, et on peut également vérifier que... comment on peut vérifier ça? Eh bien vérifier tout simplement juste ça en fait. IsIn de NB1, d'accord, et donc on en vérifie deux du coup, IsIn de NB2. Voilà, pas que je me gourre, hein, encore une fois, voilà. Donc là on vérifie qu'ils ont une valeur différente et que eh bien ils ont un type différent, mais là par contre ils n'auront pas forcément un type différent, parce qu'on vérifie à chaque fois. En fait il faudrait que je fasse une négation de tout ça avec une égalité. Ah, parce que là forcément si c'est pas in ça peut être plein d'autres choses, donc ça va pas dans ce sens là. On devrait plutôt dire... Voilà, c'est plutôt dans le S.
Ça, je vous dis, faut faire gaffe parce que ça peut être assez casse-pied à mettre en place. Plutôt faire ça, voilà. Si on a NB1 qui est égal à NB2 et qu'en même temps NB1 est un entier et que NB2 est un entier, on est d'accord, ça veut dire qu'ils ont absolument tout pareil, la valeur et le type. Donc si on ne rentre pas en cette condition, c'est tout l'inverse, ça veut dire qu'ils ont à la fois pas la même valeur et pas le même type, quel qu'il soit. Que ce soit qu'un un qui soit int et l'autre bool, ou qu'ils soient tous les deux bool, ou alors tous les deux, enfin un float et un int, un float et un string, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai fait à l'inverse en fait la condition, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type qui existe, il y en a plusieurs, donc sinon c'est compliqué pour tout traiter. Donc comme moi je passe par une seule fonction, on est obligé de faire à l'envers en fait la vérification, et bien là effectivement, il va nous mettre complètement différent, parce que c'est pour le coup... non, attendez. On va sortir en fait de la structure. Voilà. Donc là, évidemment, il veut pas parce que c'est pour un switch. J'aurais pu faire un return, mais c'est pas forcément faire un return. On va mettre tout pareil. Voilà. On aura ça. Et là, il nous met effectivement complètement différent parce qu'on voit que dans le cas, voilà, on n'a pas tout qui est pareil. Ils sont du coup complètement différents, d'accord, en traitant les deux. Après, si évidemment je mets et le même type et la même valeur, et ben voilà, c'est évidemment tout pareil. Donc on peut vérifier comme ça. Pour vérifier les deux choses, il faudra, si vous voulez vérifier qu'ils sont à la fois deux valeurs différentes et deux types différents, ben il faudra du coup faire les tests sur les deux choses. Faire le test sur leur différence et ensuite les tests sur leur type. Donc le mieux en fait même de faire ça, c'est vrai que j'ai fait ça dans cet ordre mais je l'ai mal fait du coup, c'est ça. On va mettre des parenthèses. Je vais vous le noter, regardez ici. Ça je vous dis, des fois c'est bien de passer par une variable intermédiaire parce que là on va avoir un code tout de suite, là déjà il est un peu illisible. On va juste faire ça. If res, voilà. Et res, ben, on va dire du coup ça. Je vais mettre différent en valeur et en type. Donc oubliez ce que je vous ai dit un petit peu avant hein, sur les petits tests. C'est pas que bon, c'est pas bon, mais c'est juste que c'est pas forcément complet et c'est peut-être pas forcément les plus simples, donc on va faire plus simple. Voilà ce qu'on va faire. On va déjà vérifier le test de différence. Il faut que ce soit différent les deux. Donc NB1 soit différent de NB2. Ça doit être fait tout seul d'un côté. Et en même temps, on veut vérifier, et vous voyez c'est pour ça que je mets ça comme ça, que getType, voilà, donc on va utiliser cette fonction là qui sera beaucoup plus efficace, parce qu'on ne sait pas quel type ça peut être, hein. Ça peut être plusieurs types différents, donc je ne vais pas tester chacun des types si on n'a pas fini, mais que getType de NB1 est différent du type, d'où l'utilité de cette fonction, de NB2. Voilà, c'est ça que des fois vous voyez il y a plusieurs manières de faire les choses, mais des fois il y a des manières beaucoup plus efficaces que et celle-là me semble plutôt sympa. Donc là on vérifie à la fois la différence de valeur et la différence de type. Donc si ça, ces deux conditions sont valides obligatoirement, vous voyez grâce au il faut absolument que les deux soient validés, ça va retourner true, donc si result ici, et non pas res, est égal à true, ça soulignera bien effectivement le fait qu'ils sont différents en valeur et en type. Sinon, bah, c'est qu'il y a soit ils sont pareils en valeur, ou alors ils sont pareils en type. Et là, je fais ça, et du coup, on voit que là, bah, évidemment, ça ne rentre pas. Si je fais ça, ça ne devrait pas rentrer non plus. Parce qu'ils ont peut-être pas le même type, mais ils ont la même valeur. Donc il faut absolument que je change tout, et le type et la valeur, pour que ça valide la condition. Voilà. Donc si vous voulez éventuellement avoir une... Plus tard d'ailleurs quand on verra les fonctions, un jour vous faire une fonction qui vérifie à la fois le type et la valeur de quelque chose, bon on pourrait mettre ce genre de code dans une fonction. De faire par exemple simplement ça, un return de quelque chose. Donc dans une fonction, attention, pas à faire là-dedans, je le mets en commentaire parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore vues, mais on aurait une fonction qui aurait simplement cette ligne-là en fait. Elle prendrait deux paramètres, on va de toute façon en parler plus tard les fonctions, peut-être même la vidéo, non pas la vidéo prochaine mais la vidéo d'encore après, on va aborder a priori les fonctions si ce sera, voilà, si c'est suffisant par rapport à la progression que je veux faire dans cette formation, et on dira bah, simplement de retourner le résultat de ça. Et du coup on aura une petite fonction à nous qu'on aura créée qui permettra de vérifier que deux variables par exemple sont à la fois différentes en valeur et en type. Donc ça peut être sympa à tester ça. Voilà, je vous laisse du coup avec cette grande vidéo en tout cas sur les conditions, qui est encore une fois une notion très importante à connaître en programmation ici en PHP. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle structure de contrôle, à savoir les boucles. Voilà, donc ce sera la prochaine vidéo sur ce cours en PHP. A bientôt tout le monde, bon codage.